Depuis bientôt 150 ans, l'ICP est au cœur du savoir. Histoire, sciences politiques, économie, philosophie, religion. Merci de t'installer. Ils font avancer la recherche et transmettent leurs connaissances aux étudiants. Aujourd'hui, nos enseignants-chercheurs décryptent pour vous les sujets qui font la une. Donc la question sous-jacente. Bienvenue dans Au cœur du savoir, Au cœur du savoir. le podcast de l'ICP. Ah, la France. Ces dizaines de paysages somptueux. Ces centaines de fromages. Say cheese. Et ces 41 000 monuments historiques. Oui, 41 000. Des monuments qui font partie de notre patrimoine. Mais souvent, nous passons devant tous les jours, sans vraiment y faire attention et sans vraiment nous apercevoir que parfois, ce patrimoine est abîmé, et même très abîmé. Dans ce premier épisode d'Au cœur du savoir, nous vous proposons de faire un bond dans le temps et l'histoire avec un grand H, en compagnie de Cécile Coulangeon. Je suis maître de conférences en histoire de l'art médiévale à la Faculté des Lettres, dont je suis également la doyenne. Tout d'abord, plantons le décor. Le patrimoine, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une notion ancienne qui est essentiellement apparue au moment de la Révolution française, quand les vandalismes provoqués par certaines personnes ont amené d'autres personnes en France à se mobiliser, comme l'abbé Grégoire, pour essayer de sauvegarder ce qui devait l'être. À partir de là, tout un arsenal de mesures est mis en place. En 1837, la première commission dédiée aux monuments historiques est créée. Et celui que l'on nomme à sa tête est un homme que l'on connaît plus pour son œuvre littéraire, un certain Prosper Mérimée. L'auteur de Carmen, qui a inspiré l'opéra de Bizet, travaille dans cette commission pendant une vingtaine d'années. Entre deux pièces de théâtre, essais ou récits de voyage, il prend le temps de parcourir la France avec très peu de moyens. Prosper Mérimée fait alors l'inventaire du patrimoine en danger. Et à cette époque, on fait simple, on se concentre principalement sur les bâtiments. L'objectif est de faire connaître tous ces biens et de sensibiliser le grand public à cet enjeu de conservation. En 1840, une première liste de plus de 1000 monuments est établie. Autre grande figure du patrimoine qui va marquer la seconde moitié du XIXe siècle, l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Il va disposer d'un peu plus de moyens et se lancera dans la restauration des monuments. La flèche de Notre-Dame de Paris, la cité de Carcassonne ou encore le château de Pierrefonds dans l'Oise, eh bien c'est lui. Et quand il mène un chantier de restauration, il veut restituer l'édifice dans son état d'origine, ou du moins ce qu'il imagine être son état d'origine. Mais au fil du temps, cette approche évolue. L'idée ne sera plus de restituer l'édifice dans son état du XIIe ou du XIIIe siècle, mais simplement d'assurer la conservation du monument tel qu'il est au jour J. Et donc de garder toutes les étapes de son histoire et simplement d'intervenir de manière à ce que l'édifice continue à exister, mais sans forcément refaire des parties qui ont disparu. La toute première loi de protection des monuments historiques est votée le 30 mars 1887. Elle oblige les propriétaires des œuvres qui ont été jugées dignes d'être préservées à les conserver et à les entretenir. Des critères sont donc définis pour déterminer quel monument doit être protégé. Et au fil du temps, les critères évoluent. On ne s'intéresse plus seulement aux châteaux ou aux églises, mais aussi à des moulins, des lavoirs, des fours. Ce mouvement est révélateur d'une société qui s'urbanise et prend conscience de l'importance de préserver ce patrimoine rural et artisanal qui risque de disparaître. Aujourd'hui, on conserve aussi de plus en plus de bâtiments industriels. La notion de patrimoine, finalement, est très liée aussi à une sorte de construction sociale et à des valeurs qu'une société porte et qu'elle va répercuter dans la notion de patrimoine, puisque finalement le patrimoine c'est aussi quelque chose qui se transmet. Et donc c'est cette mémoire-là qui se transmet, et finalement à chaque moment la société va avoir une conception différente de cette notion patrimoniale. Parmi les 41 000 monuments protégés au titre des monuments historiques en France, seuls 15 000 sont classés. C'est le niveau de protection le plus élevé. Mais qui paie pour les restaurer et les protéger ? Eh bien l'État évidemment, du moins en partie. Il est propriétaire de 4% des monuments classés. Le reste est donc soit la propriété des communes, soit de propriétaires privés qui sont contraints par la loi de protéger ces monuments. Et cela peut leur coûter très cher.
L'État participe aux restaurations à hauteur de 30 à 40% pour les monuments classés. Pour les autres monuments, l'aide est comprise entre 15 à 20% du budget total. La question du financement est donc cruciale, aussi bien pour les particuliers que pour les communes. Faisons un focus sur les églises dont on parlait au début de ce podcast. Retour en 1905, Nombre de votants. et plus particulièrement au 9 décembre, le jour du vote de la loi de séparation des églises et de l'État. Suffrages exprimés. Cette loi, on la connaît surtout pour les sujets liés à la laïcité, mais elle a eu aussi d'autres impacts. La loi de séparation de l'Église et de l'État a en fait eu un effet assez fort sur la politique de développement de protection des monuments historiques, parce qu'en fait elle a accéléré un mouvement qui était en cours, puisque cette loi a amené finalement les églises à se détacher encore d'une partie de leurs biens, et donc à faire des communes, très souvent les propriétaires d'un certain nombre d'églises, d'objets mobiliers, surtout qui se trouvaient à l'intérieur de ces églises. Un siècle plus tard, beaucoup de ces édifices religieux sont désertés et se détériorent, les communes n'ayant pas toujours les moyens de les entretenir ou de les restaurer. Le mécénat peut alors être une solution. La Fondation du patrimoine en est l'un des acteurs majeurs. La Fondation du patrimoine vous mobilise pour sauvegarder et valoriser le patrimoine rural non protégé. Elle aide les propriétaires, qu'ils soient des collectivités, des particuliers ou des associations, à trouver des financements publics et privés. L'État lui confie aussi l'argent récolté grâce à la mission Patrimoine en péril, portée par Stéphane Bern. Le patrimoine est très important parce que le patrimoine, ça touche la vie des gens. Depuis 2018, le fameux Loto du patrimoine a ainsi permis de récolter plus de 150 millions d'euros. Mais pourquoi continuer à dépenser autant d'argent pour des vieilles pierres ou des projets qu'on utilise plus souvent ? Eh bien justement, parce que ce sont bien plus que des vieilles pierres ou des beaux projets. Ce sont des parties de notre mémoire, de notre héritage. Et les abandonner conduirait les générations futures à l'ignorance. Alors pour sensibiliser le grand public, les dernières innovations technologiques viennent en aide aux historiens et aux conservateurs. En travaillant dans l'édifice, partie par partie, support par support, mur par mur, à la fin, en mettant tout ensemble, on arrive à reconstituer un modèle 3D qui va avoir une précision extrêmement fine. Tous les monuments aujourd'hui peuvent être étudiés de cette manière-là, et on l'utilise aussi pour des objets. C'est-à-dire qu'on peut numériser une sculpture de la même façon. Et l'intérêt, ça va être aussi de pouvoir les compléter numériquement et pouvoir redonner, dans un parcours par exemple de muséographie, une reconstitution d'un ensemble qui est aujourd'hui éparpillé, voire en partie perdu. Alors n'hésitez pas à rester curieux, à lever les yeux et à vous émerveiller. Chaque année en septembre, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, des milliers de lieux ouvrent leurs portes au public pour nous permettre de découvrir toute la richesse et la diversité culturelle des pays de l'Union européenne. Ce podcast a été conçu et écrit par la direction de la communication de l'ICP. Réalisation et voix off, Rémi Perrault. Enchanté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Au cœur du savoir, Au cœur du savoir. à la rencontre des enseignants-chercheurs de l'Institut catholique de Paris.